Et on poursuit avec cette table ronde. Nous retrouvons Mila. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Laurence Trochu également. Bonjour madame, vous êtes députée européenne, on le sait, on vous reçoit souvent, membre d'Identité et Liberté. Et Damien Rieu, lanceur d'alerte qu'on a reçu pas plus tard que la semaine dernière, en début de semaine, Damien. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler du procès qui vous visait hier, Laurence Trochu. Une affaire qui remonte à quelques années, une tribune que vous aviez publiée dans Valeurs Actuelles pour vous indigner du manque de soutien des associations LGBT lorsque Mila, justement, se faisait harceler en ligne. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous expliquer quelles étaient ces prises de position que vous aviez assumées à l'époque et pourquoi ? Oui, rappelez-vous, on était en 2021, donc ce qu'on appelait à l'époque l'affaire Mila. Effectivement, m'avait, je dirais tout simplement, saisie parce que Mila était une jeune fille de 16 ans qui s'était fait traiter de sale lesbienne et sale française. Donc des insultes à double caractère. Et en fait, voilà, théoriquement, les associations LGBT, dont celle qui s'était portée partie civile dans le cadre de ce procès, l'association Mousse, qui se présente comme les justiciers des LGBT, eh ben, c'était silence radio. Il n'y a eu personne. Et Mila l'a confirmé. Voilà, aucune de ces associations n'est venue la soutenir, réclamer sa protection, s'indigner même tout simplement de ce qu'elle subissait. Et moi, je ne pouvais pas rester insensible parce que quand je regarde quelqu'un, je ne le regarde pas en fonction de son orientation sexuelle, comme ils disent. Je vois tout simplement une adolescente de 16 ans qui est déscolarisée, qui est menacée de mort, sur laquelle il y a un véritable acharnement, qui est harcelée. Et je me dis, c'est pas possible. Donc j'écris cette tribune à la veille de la Gay Pride, avec comme titre « Qui sera Mila à la Gay Pride ?» Autrement dit, qui sera là demain pour appeler à la protection de Mila? Eh bien, il n'y a eu personne. Voilà. Alors, pourquoi, selon vous, parce que c'est aussi l'objet de votre tribune, ces associations sont restées silencieuses? En fait, j'ai expliqué avant l'heure tout simplement l'intersectionnalité ou une forme de convergence des luttes, c'est-à-dire que de fait, et c'est ça qui leur a fortement déplu aussi, c'est que je tentais une analyse des raisons pour lesquelles elles restaient ces associations silencieuses, et je disais c'est quand même étonnant que finalement quand on est traité de sale française et que donc il y a une attaque raciste, ces associations-là ne bougent pas parce qu'elles sont alliées de fait avec ceux qui représentent d'autres minorités et et elles ne veulent pas pardonnez-moi l'expression, mais elles ne veulent pas se tirer dans les pattes les unes les autres. Et là, cette lâcheté et ce silence, c'était pour moi une non-assistance à personne en danger. Et j'ai eu effectivement à répondre hier des accusations de diffamation d'une part et d'autre part de incitation à la haine et à la violence en raison de l'orientation de genre. Mais la haine et la violence, elles étaient dans les insultes reçues par Mila, qui étaient de fait violentes. On va revenir là-dessus, sur cette intersectionnalité des luttes et puis sur cette haine qu'on peut recevoir, notamment quand on est blanc et français. Mila, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler justement de la façon dont vous aviez vécu les choses à l'époque, de ce manque quasi total de soutien, à l'exception donc de Madame Trochu, entre autres. Mais voilà, c'était assez faible comparé à ce qu'on aurait pu attendre, notamment de la part de ces associations qui aiment s'émouvoir des différents cas de harcèlement qu'il peut y avoir dans la société. Oui, lors de l'affaire Mila, déjà pour rappeler le contexte, en 2020-2021, c'était déjà à l'époque très tabou de me soutenir. Alors que pourtant je n'étais pas du tout positionnée politiquement. J'étais une gamine de 16 ans qui vivait justement cet acharnement. Et à ce moment-là, Laurence Trochu a été une des premières, une des rares personnes à me soutenir aussi fermement. Quelque part, je n'ai pas été très surprise du manque de réaction de ces associations et militants LGBT qui, on le sait, on a vu de multiples démonstrations depuis bien longtemps,
délaisse complètement les victimes, comme certaines associations féministes par ailleurs, dès qu'elles n'ont pas les bons bourreaux. Parce que c'est beaucoup plus facile justement de les incriminer, de les diaboliser, de les effacer complètement parce que ça va desservir complètement leur idéologie, ça va totalement être en désaccord avec le dessin, le tableau qu'ils se font systématiquement. Et quelque part, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que c'est pas tellement regrettable de ne pas avoir été soutenu par ces associations. Si on qualifie cette idéologie gauchiste de maladie mentale, c'est pas pour rien, c'est objectivement du déni pathologique. Même en ayant été confrontée à la réalité, j'ai rejoint le bon camp, comme quoi c'est possible. Et les gauchistes, c'est souvent des gens qui sont initialement peu dangereux, opportunistes, qui choisissent de s'affilier à certaines causes par opportunisme. Et justement, les personnes qui tirent les cordes sont souvent ces associations et ces militants. Alors, hier, vous étiez au procès de Laurence Trochu pour la soutenir. Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, des accusations de ces associations ? Ça m'a tenu à cœur, premièrement, de venir à ce procès, parce que pour moi, condamner Madame Trochu, qui m'a soutenue avec tellement de bienveillance, c'est quelque part me condamner aussi, parce que c'est un soutien qui a été très précieux. Et aujourd'hui, depuis toujours, j'ai tenu à négliger aucune de ces personnes qui m'ont courageusement soutenue. Je repense à la plaidoirie de l'avocat de la partie civile. Plusieurs choses à dire, donc à toute la propagande idéologique, oui, parce que ces militants aiment bien nous éduquer, comme ils disent. On nous a rappelé toutes les définitions et le lexique LGBT, ce qui n'avait aucun rapport, des personnes transgenres, intersexes, homosexuelles. J'avais l'impression pendant 40 minutes de me retrouver dans une réunion du planning familial. Toujours ces mêmes tentatives de lavage de cerveau, mais bon, tant qu'ils ne le font pas dans les écoles, on préfère s'en amuser. L'avocat de la partie civile a notamment menti pendant sa plaidoirie, je maintiens fermement qu'aucune de ces associations ne m'a soutenue. Il a expliqué que celles-ci auraient tenté de me proposer leur soutien en me contactant et en contactant notamment mon avocat, ce qui est faux. Et nous n'avons donc jamais reçu un seul soutien de leur part. Damien Rieu, vous êtes habitué à ce genre de procédure, donc vous l'avez bien évidemment suivi avec beaucoup d'attention. Quelle est votre analyse? Est-ce que vous avez quand même l'impression que les lignes bougent, puisque ce qui est pointé du doigt dans le procès, alors que pourtant c'est Madame Trochu qui est visée, c'est une fois de plus plutôt la responsabilité de ces associations? Oui, je pense qu'en fait, c'est l'inverse. C'est ces associations qui auraient dû être à la barre des accusés, qui devraient être pointées du doigt, qui devraient avoir honte d'avoir abandonné Mila, parce que Mila recevait des milliers de menaces de mort. Sa vie est en danger, sa vie est toujours en danger aujourd'hui. Elle vient dans vos studios, elle est protégée, elle a une protection permanente. Je ne sais pas si on se rend compte de la lourdeur pour une jeune femme qui a envie à son âge de liberté, d'être tranquille, comme toutes les jeunes femmes du monde. Et ben non, Mila, elle vit un quotidien sous la menace, sous la peur permanente. Et ces associations-là, qui se revendiquent du bien, qui se revendiquent humanistes, eh ben elles l'ont abandonnée, elles l'ont lâchée. Donc je pense que ça devrait être l'inverse. C'est elle qui devrait aujourd'hui être accusée, être dans le box des accusés. Donc ça ne sera pas comme ça évidemment, mais en tout cas on peut au moins utiliser ce procès, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, pour rétablir la vérité. Et je note quand même que même le procureur de la République, c'est la première fois que je vois ça, a demandé la relaxe. Et je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de procès. D'habitude, le procureur charge très très fort parce qu'il est toujours dans le sens du vent, on va dire. Et là, c'est la première fois que, limite, c'était humiliant pour les associations de recevoir cette relaxe. Et elle disait globalement qu'il n'y avait rien à reprocher. Il n'y avait pas matière, en fait. Il n'y avait pas matière, quoi. Alors justement, Laurence Trochu, pendant ce procès, vos avocats ont choisi l'offensive plutôt que la défense. C'est-à-dire que plutôt que de... Enfin, bien évidemment, c'est pour vous défendre aussi, mais plutôt que de défendre Madame Trochu, ils se sont dit qu'ils allaient à nouveau pointer du doigt la responsabilité de ces associations. Il y a la volonté de faire tomber un tabou et justement de renverser la honte dans cette affaire. Oui, effectivement, mes avocats, donc Georges Sauveur et Loïc Lerat, ont vraiment insisté pour que on revienne au titre. Qui sera Mila à la Gay Pride, pour montrer que tout l'objectif
de mon texte avait été d'appeler, d'ailleurs, au-delà des appartenances partisanes, politiques des uns et des autres, à un large consensus pour soutenir Mila. Et de fait, on était dans une situation qui aboutissait à renverser, en fait, pendant cette audience, à renverser l'accusation, parce que Mila était la victime, moi j'étais son défenseur, et les associations, par leur silence, en fait, étaient, je dirais, celles qui ont abandonné Mila. Et puis, il ne faut pas oublier, en plus, qu'il y avait un contexte. On est en 2021 quand j'écris cette tribune. Fin 2020, il y avait eu le procès des attentats contre Charlie Hebdo. Donc, une insulte de sale française, ce n'était pas non plus anodin. Et c'est vrai que toute la partie civile a fondé son accusation à mon encontre en extrayant des phrases du texte, en perdant complètement de vue l'objectif du texte, et puis en perdant aussi, et on l'a vu hier pendant leur plaidoirie, en perdant aussi le contexte de la date et du fait qu'en 2020-2021, être traité de sale française, c'est une menace qui est encore plus grande parce que justement il y a ce contexte, et donc la haine n'était pas de mon côté, mais la lâcheté était véritablement du leur, et c'est vrai que ma tribune a été manipulée par les associations, et il s'agissait de rétablir tout simplement l'intention de cette tribune. Je précise que la partie civile a tenté d'effacer toute nuance entre militants LGBT et LGBT, homosexuels, etc., pour incriminer davantage Madame Trochu et tenter de justifier leurs accusations exacerbées d'homophobie. Oui, alors que là, ce qui est vraiment visé, c'est ce lobby LGBT. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué ces dernières années, donc depuis 2020-2021 on voit qu'il y a une montée de l'islamisme en France. C'est des questions qui sont de plus en plus sur la table. Vous, Mila, est-ce que vous avez la sensation que même du côté de ces associations, ça bouge? Et si oui, dans quel sens? Non. En 5 ans, du côté de ces associations, je ne vois rien qui change. Je vois toujours autant de lâcheté et... alors là, je ne parle pas seulement des associations LGBT, mais dans tout collectif d'extrême gauche et rassemblement d'extrême gauche, je vois en tout cas de plus en plus de dangerosité. En revanche, en 5 ans, ce qui a énormément changé, et beaucoup de personnes le constatent, c'est pour ça qu'il faut absolument persévérer, c'est que nos idées, bien qu'on soit toujours autant en danger pour les exprimer, prennent de plus en plus de valeur. Nos idées touchent de plus en plus de personnes qui peuvent s'identifier à notre discours, qui sont confrontés à cette malheureuse et dangereuse réalité tous les jours. Et c'est quelque chose qu'il faut énormément prendre en compte, et c'est ce pourquoi je me bats et que je décide d'exister encore sur les réseaux et médiatiquement aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui sont ici. Alors justement, vous avez été traitée à ce moment-là de sale française. On imagine que c'est des choses qui restent assez récurrentes. Damien Rieu, il y a un tabou qui est en train d'être brisé là-dessus. On avait reçu François Bousquet pour parler de son livre contre le racisme anti-blanc. Je pense que l'affaire Mila, c'était aussi une affaire de racisme anti-blanc. On commence à pouvoir en discuter plus facilement. Est-ce que vous avez l'impression que les tribunaux vont devoir suivre le mouvement et commencer à considérer cette question ? Effectivement, il y a une libération de la parole. C'était un tabou pendant des années. On n'avait pas le droit d'être victime. On était obligatoirement des bourreaux. Et en fait, quand on regarde la réalité statistique, ce que vivent les jeunes aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont persécutés dans le pays, ce sont bien les autochtones, les Gaulois, les Baptous, comme ils sont souvent aujourd'hui. Et je pense à eux parce qu'ils sont sûrement des milliers dans les cours de récréation, dans la rue, dans les transports, à être systématiquement ciblés pour leur couleur de peau, parce qu'ils sont trop seuls, ils ne sont pas en bande, parce qu'ils sont trop polis, trop bien habillés, parce qu'ils n'ont pas adopté les codes, je dirais, de la rue, de la bagarre, des racailles. Et donc, ils sont ciblés, ils sont victimes. Et c'est vrai que grâce notamment au travail de M. Bousquet, grâce aux très nombreux médias qui se développent dans notre camp, il y a une libération de la parole. Aujourd'hui, le phénomène est quand même de plus en plus reconnu par, je dirais, certaines associations antiracistes qui commencent un petit peu à concéder la chose, par des centristes. On a vu des personnalités politiques qui sont
pas forcément de droite, reconnaître l'existence du racisme anti-blanc. Donc je crois qu'effectivement, une fois qu'on a ouvert le couvercle, la vérité va exploser. Et c'est vrai qu'il faut saluer le très bon travail de Monsieur Bousquet dans ce rôle-là. Mm. Et donc, Madame Trochu également de se défendre au tribunal en soutenant effectivement cette donnée du racisme anti-blanc, anti-français, donc notamment dans l'affaire Mila. Politiquement, vous, comment est-ce que vous pouvez travailler pour faire avancer les choses, donc au-delà de votre défense dans les tribunaux? Vous savez, au Parlement européen, je siège dans la commission Femmes et Égalité des genres. Et donc, évidemment, la question centrale dans cette commission, c'est celle de l'égalité homme-femme. Pas toujours bien interprétée d'ailleurs, interprétée plus comme une confrontation, mais une compétition entre les deux sexes que comme une complémentarité, mais c'est un autre sujet. Mais il y a une question taboue dans cette commission, c'est comment expliquer la multiplicité des agressions, notamment sexuelles, envers les femmes. Et je me souviens d'une commission au cours de laquelle on avait auditionné un policier, je ne sais plus s'il venait d'Espagne ou du Portugal, expliquant en fait la surreprésentation des étrangers dans son propre pays dans les agressions sexuelles. Et alors, sidération au sein de la commission, parce qu'en fait, il disait ce qui était interdit. Mais quand moi, j'ai voulu rebondir sur ces propos pour poser la question politique de qu'est-ce qu'on fait de cette information factuelle ? Eh bien, je me suis fait rappeler au règlement parce qu'on m'a accusé de racisme. Voilà. Et donc, cette question-là, il y a encore des endroits où on ne peut pas la poser, même quand la sécurité des femmes est en jeu. Et c'est ça qui est dramatique. Moi, ça ne m'empêchera pas de la poser, ça ne m'empêchera pas de recevoir les tombereaux d'insultes, mais parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment aussi les conséquences d'une immigration massive sur la sécurité des femmes occidentales. Alors après, on va tenter toutes les explications qu'on peut, mais je ne sais pas si vous avez entendu il n'y a pas très longtemps cette femme voilée prendre l'image du bonbon pour dire, bah voilà, quand un bonbon, dont le papier du bonbon est un peu ouvert, en fait, le bonbon, on n'en veut pas parce qu'on ne sait pas où il était dans une poche par terre, etc. Et ben, une femme non voilée, c'est un bonbon dont le papier n'est pas intact. Voilà. Donc, conclusion, on en fait ce qu'on veut. Elle est dispo, elle est disponible pour être violée. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas le droit de dire dans cette commission. Mila, vous nous le disiez, c'est important de porter cette parole. Vous vous êtes retrouvée un peu en tête de cette libération sur le sujet. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces Français qui subissent probablement la même chose, qui subissent l'islamisme dans leur quotidien et qui, eux, effectivement, ne sont pas prêts à vivre comme vous, Damien Rieu, et vous-même l'avez rappelé, vous vivez sous protection, c'est une pression permanente, il y a eu toutes ces vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux, enfin, ça a été assez compliqué, on comprend qu'il y a beaucoup de Français qui y réfléchissent à deux fois avant d'assumer soit leur position, soit juste d'alerter sur ce qu'ils vivent et qui préfèrent subir la pression, baisser les yeux, faire profil bas et espérer qu'un jour ça passe. Oui, je peux comprendre que parfois mon discours peut sembler contradictoire parce que ce que je dis souvent, c'est que je veux montrer l'exemple aux Français et surtout à la jeunesse qu'il est possible et qu'il est très important d'assumer ses idées. Quelque part, l'exemple que cela montre, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de portes fermées, c'est que on vit déjà dans un coupe-gorge, mais la vie devient d'autant plus dangereuse, même avec une protection policière. Il y a un impact psychologique aussi où il faut avoir un certain mental, un certain recul et un certain entourage aimant pour pouvoir le supporter. En revanche, ce que j'ai envie de dire aux Français, c'est qu'ils n'ont plus le choix. Assumez vos idées parce que sinon, certaines personnes d'extrême gauche se feront un plaisir et se font déjà un plaisir de le faire à votre place. Assumez vos idées si vous voulez que vos enfants n'aient pas à le faire et à porter le combat qu'il faut mener aujourd'hui. Parce que le vote ne suffit pas. Le vote ne suffira jamais, selon moi. J'aime bien cette phrase de Sophia Aram qui dit
le silence des uns met en danger ceux qui parlent. Et justement, si les personnes comme Damien, moi, les militants de droite, ou simplement les personnes qui s'expriment avec des positionnements comme les nôtres se retrouvent menacées et autant en danger, c'est justement parce que beaucoup de personnes se taisent. Comme je l'ai dit depuis quelques années, le danger reste le même, mais d'une certaine part, il y a quand même énormément de progrès puisque nos idées sont démocratisées et des gens s'identifient à notre discours. Je me répète un petit peu, mais justement, ça a son importance. Vous avez choisi un terrain pour justement essayer de faire avancer ces idées, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi la multiplication des canaux pour pouvoir partager ce combat, ces valeurs. Oui. C'est quelque chose d'encourageant. Oui, après, on connaît les divers problèmes de censure sur les réseaux sociaux qu'on peut rencontrer, notamment encore avec Meta aujourd'hui, quand je vois beaucoup de militantes du collectif Némésis qui se font censurer. En revanche, oui, il faut utiliser tout ce qui est à notre disponibilité. Et ce que je dis toujours, c'est que chaque voix compte, même anonyme. Je reçois énormément de soutien, évidemment, quand c'est anonyme, c'est dommage. Les gens ont leurs excuses, mais voilà, chaque voix compte. Et c'est pour ça que j'aime voir de plus en plus de personnes révoltées, engagées. Et je pense que si les gens, justement, tiennent justement à garder ce petit confort, et justement la raison pour laquelle ils ne s'expriment pas, aujourd'hui, on est dans une société très individualisme, donc aussi ce problème qu'on a en France, c'est qu'il y a plus cet esprit de communauté. Je suis pourtant athée, hein, mais c'est ce que je regrette, comme on s'est quand même éloigné de la religion, et ça nous donne beaucoup moins de facilité à nous rassembler. Et si je reviens plus à mon cas personnel, ce qui me motive énormément, c'est que plus tard, j'espère avoir des enfants avec l'homme que j'aime. Et j'ai pas envie d'aller les éduquer en Pologne, quoi. J'ai peur, en fait, d'élever des enfants qui vivront justement dans le même climat constant de danger, voire pire, comme justement on voit énormément ce pays sombrer. Et trouver une phrase clé, penser à des personnes que vous aimez, projetez-vous davantage dans l'avenir et surtout, rien que pour votre santé mentale, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que trouver une cause qui servira autant les autres, ça vous fera sentir beaucoup mieux et ça vous donnera toujours plus de force pour vous battre. Et à partir d'un certain moment, vous vous sentez même plus capable de reculer, de renoncer ou de vous laisser marcher par qui que ce soit. Alors justement, quand on peut dénoncer, effectivement, il faut prendre la parole pour dénoncer les problèmes qu'il y a en France, notamment donc, sur l'islamisation du pays. Vous, Damien Rieu, c'est ce que vous faites, mais vous allez au-delà. Vous essayez aussi de mettre en lumière les responsables de cette islamisation et qui peuvent en fait être responsables de tout un tas de manières. Il y a par exemple ces associations qui se rendent complices en ne soutenant pas ceux qui sont victimes de cette islamisation et de ce harcèlement. Il y a aussi les élus politiques qui, soit par calcul électoral, soit simplement pour avoir la paix, pour éviter la polémique, vont céder face à certaines pressions. Comment est-ce que vous envisagez la suite de ce combat? Parce qu'on le sait, vous êtes énormément attaqué pour ça. Vous avez quand même la sensation que ça progresse? Oui, j'étais encore mardi avec 2 procès en une seule journée. Et en fait, je retrouve un petit peu le même phénomène de tenaille en fait, qu'il y avait au procès de la députée Trochu. Là, il y avait, concernant son cas, il y avait les associations LGBT alliées quelque part avec les islamistes. Et ben moi, j'avais un élu islamo-droitiste allié avec quelqu'un qui est un islamiste. Et ils étaient tous les deux dans la salle. Enfin, il y avait l'avocat de l'élu islamo-droitiste et il y avait cet islamiste-là. Et donc, c'est une tenaille des deux côtés, quoi. Donc, quand on est pris entre ces deux feux, c'était assez impressionnant la scène parce que donc moi, j'ai enchaîné les 2 procès à la suite. Et je me fais attaquer des 2 côtés par donc un islamiste qui me reprochait d'avoir dit qu'il était proche des frères Kouachi, ce qu'il avait lui-même revendiqué et qui n'était pas un secret. Et puis par cet élu Patrick Karam qui a fait, lors des régionales de 2015, applaudir l'un des dirigeants de l'UM 93, donc l'association qui gère
je fais attention à ce que je dis, mais qui gère l'islam en Seine-Saint-Denis, et qui avait diffusé la vidéo ayant conduit à la décapitation de Samuel Paty. Donc les deux dans la même salle, les deux le même jour, des deux côtés, et nous on se retrouve là, on est assaillis financièrement, parce qu'en fait tout ça est fait pour, déjà si on tient pas psychologiquement, avoir des procédures, c'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de soi. Moi personnellement ça m'empêche d'accéder à des postes aujourd'hui pour mon travail que j'aimerais avoir, ça me bloque pour l'instant. En même temps, c'est une pression financière parce qu'il faut toujours payer les avocats. C'est une pression psychologique, c'est du temps aussi parce qu'il faut préparer les procès. Et donc voilà, c'est assez impressionnant de voir cette tenaille entre nous. Mais heureusement, on a beaucoup de soutien quand même. Et ça donne de la force. Et puis on sait qu'on a raison, qu'on est dans la vérité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous permet de continuer dans les deux cas. Vous parlez de cette tenaille, il y a quand même un troisième artisan de cette pression. Ce sont bien évidemment les juges eux-mêmes. Laurence Trochu, vous l'avez dit, on peut s'étonner que le procureur ait demandé la relaxe, puisque en réalité, si toutes ces associations se tournent vers la justice systématiquement, au moindre mot, à la moindre polémique, c'est parce qu'elles ont conscience que quasi systématiquement, on leur donnera raison et qu'elles seront soutenues par ce pouvoir judiciaire. Donc on espère bien évidemment que votre procès sera l'exception qui confirme la règle. Est-ce que vous avez des moyens, vous êtes députée européenne, comment est-ce que vous voyez cela, puisque c'est des problèmes qui se posent aussi à échelle européenne? Oui, et notamment avec la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, parce que ça pose toute la question de l'articulation entre le droit national et le droit supranational. Ça, c'est un vrai sujet. Et nous, chez Identité Liberté, avec Marion Maréchal, nous appartenons au groupe des conservateurs et réformistes européens qui a dans, sa charte, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le fait de respecter les juridictions nationales et de ne pas outrepasser le droit national par ces juridictions dont la Cour européenne des droits de l'homme est une illustration, évidemment, quand il s'agit de prendre le pas sur le droit national. Mais vous savez, le mécanisme de ces associations, et ça, mes avocats l'ont souligné hier aussi, c'est qu'elles font profession, en fait, d'intenter des procès parce qu'elles vivent de subventions publiques, d'une part, et d'autre part, elles viennent chercher de l'argent. C'est ça. En intentant des procès à tout va. Hier, quelque part, moi, j'étais extrêmement gênée parce que, et je l'ai dit de cette manière-là, en fait, ce débat que nous avons eu hier, parce que visiblement c'était un débat d'idées, c'était un débat politique autour de la convergence des luttes, notre place n'était pas dans un prétoire, c'était sur un plateau télé, voilà. Et on occupe, en fait, les tribunaux avec ça, pendant que les vrais sujets ne sont pas traités. Et mes avocats l'ont bien souligné, finalement, il va falloir aussi que les juges mettent fin eux-mêmes à ce système de financement des associations par le biais des indemnités qui sont versées à l'issue des procès, des dommages et intérêts. Donc, si vous voulez, il y a un système, et j'espère aussi que mon procès servira à cela, que la justice pourra aussi envoyer un signal en disant « c'est fini la vache à lait, on va arrêter de subventionner indirectement ces associations par le biais de la justice ». Mais c'est tout ce qu'on souhaite, Laurence Trochu. Merci beaucoup pour votre travail. Merci de faire face à la justice pour porter ces idées qui, on le sait, sont partagées par beaucoup d'auditeurs. Merci, Mila, pour votre combat aussi. On vous souhaite bien du courage, puisqu'on a bien compris que c'était compliqué. À mon avis, ce ne sera pas fini de sitôt. Et merci, Damien Rieu, également, pour tout ce travail de lanceur d'alerte que vous effectuez. À tous, bonne journée, et puis à très bientôt, on l'espère.